construits dans les 200 dernières années, sans mentionner les 20 dernières, seraient complètement détruits et cesseraient d'exister. Imaginez ce qu'il coûterait pour reconstruire nos villes. Pensez à la question des transports. Il faudrait peut-être même pomper l'eau, c'est à ce niveau-là. De toutes nouvelles armes dont certaines peuvent éteindre l'électricité des villes, tandis que d'autres peuvent tuer les gens, sont sur le point de voir le jour. Nous avons testé ce que j'appelle des armes à micro-ondes pour le contrôle des foules. On peut balayer un grand espace avec le faisceau pour que les gens qui s'y trouvent aient l'impression de cuire. Ce qui est un peu le cas. Si vous n'avez pas entendu parler de ces armes, ne vous étonnez pas. Elles sont mises au point en secret et elles semblent encore faire partie du monde de la science-fiction. Nous sommes tout juste assez avancés scientifiquement pour être dangereux. C'est comme donner une grenade à un enfant de maternelle en espérant qu'il ne s'en servira pas. Bienvenue dans le monde de la guerre électromagnétique. L'île Belle, à Terre-Neuve, sur la côte de l'océan Atlantique, est un endroit des plus paisibles. Un matin d'avril 1978, alors que les gens se rendent à l'église, un énorme éclair déchire le ciel et frappe la petite île. Barbara McKim est chez elle sur la baie Conception, à 20 km de l'île Belle. Elle est témoin du phénomène. Nous avons entendu cet énorme bruit fracassant. La maison a tremblé et la vaisselle a vibré sur les tablettes. Nous sommes allés à la fenêtre du salon et nous avons vu un objet ovale qui se déplaçait très rapidement et qui semblait laisser une traînée derrière lui. C'était assourdissant. Il avait une trajectoire parfaitement droite qui se dirigeait vers l'océan. C'est ce que nous croyions, mais il a abouti sur l'île Belle. L'étrange rayon est observé par des douzaines de témoins, avant d'aller éclater sur la propriété de Jim et Susie Bickford, où il bouleverse la quiétude de ce dimanche matin. Des appareils de télévision explosent, des fusibles sont éjectés des murs, et des boules de feu traversent les bâtiments. Oui, j'étais sur l'île Belle le 2 avril 1978. Steve Parsley est le voisin et le gendre des Bickford. Il vient tout juste de quitter la grange quand l'éclair frappe. Quand nous avons regardé, il n'y avait que la porte. Et on ne voyait que des débris. La remise et la grange avaient été réduites en miettes. C'était une terrible explosion. Les satellites enregistrent une des plus grandes émissions lumineuses de l'histoire, équivalente à celle d'une explosion de 10 mégatonnes. À Ottawa, les radars militaires captent aussi la violente explosion. Le premier ministre est alerté et l'armée envoie l'enquêteur en scène d'incendie, James Farrell. Dès que j'ai vu les fusibles incrustés dans le mur, j'ai compris que j'avais affaire à quelque chose de particulier. J'étais impressionné. La grange était sans dessus-dessous et les poulets étaient morts. Ensuite, j'ai vu que la décharge électrique avait attaqué les clous du clocher. Je suis ressorti et j'ai remarqué que l'isolant était arraché des fils électriques. Je l'ai montré à M. Beckford. Il était surpris et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai répondu que je n'en savais rien. L'enquête militaire se poursuit et le service des renseignements de la GRC décide de mener sa propre investigation. Nous avons reçu des témoignages de gens de la baie Conception qui avaient vu des objets tomber sur l'île. Alors nous les avons vérifiés. J'ai écrit que l'origine était électrique et que c'était peut-être un éclair ou un éclair en boule. Et cela a clos le dossier. Ce n'était pas un éclair, c'était comme un rayon.
On aurait dit que ça sortait de film de James Bond. Je ne crois pas que c'était un éclair. C'était venu de Dieu sait où, et il y a eu des enquêtes. On dirait que ce n'était pas juste un éclair. Le rapport officiel arrive à la conclusion que l'explosion a été causée par un éclair en boule. Mais les insulaires demeurent sceptiques et se demandent si ce ne serait pas plutôt le résultat d'une expérience militaire qui aurait mal tourné. Les faits remontent à 1978, en plein cœur de la guerre froide, ce qui alimente les spéculations. La Russie et les États-Unis se sont dotés de tout un arsenal qui n'a rien de rassurant. Ce qu'on ignore, c'est que les rivaux perfectionnent et mettent à l'essai un nouveau type d'arme. À l'époque où se produit l'explosion sur l'île Belle, les armes électromagnétiques sont à l'étude depuis 30 ans. La recherche se poursuit toujours aujourd'hui et elle débouchera sur une toute nouvelle façon de faire la guerre. Les militaires considèrent que cela modifiera complètement leur mode d'opération. Ce sera un changement radical par rapport aux bombes, aux balles et aux soldats. Les armes à énergie dirigée seront dominantes, que ce soit de puissants lasers, des faisceaux d'ions ou des micro-ondes, pour créer des sensations de chaleur sur le corps. Voilà la tendance qui se dessine. Dans un article sur les nouvelles méthodes militaires en période de guerre, écrit en 1989 par le US Army War College, on affirme que le changement qui se prépare est aussi important que l'introduction de la poudre à canon au Moyen-Âge en Europe et que l'arrivée des armes atomiques au XXe siècle. Le changement qui est en train de se passer est tout aussi profond que ceux qui se sont produits à ces époques. On a dit que l'histoire de l'homme était l'histoire de la guerre. Si cela est vrai, l'histoire de l'homme va bientôt faire un grand saut vers l'avenir. Nous sommes au début de l'époque de la science moderne. Nous avons vu un développement rapide de la technologie des armes qui a commencé avec l'invention de la poudre à canon. Puis il y a eu les bateaux équipés de canons, le développement des armes aériennes, de nouveaux explosifs, et ainsi de suite. Quand la Première Guerre mondiale est déclenchée, toute cette technologie militaire se déchaîne sur le monde. Une génération habituée à vivre dans la paix et le confort d'une société libérale encaisse le choc. La guerre entraîne le monde entier dans un siècle de violence. Cette courbe ascendante de progrès technique, pour user de violence, atteint son apogée absolu avec l'apparition de l'arme nucléaire. C'est le point culminant de la tendance qui a débuté à l'âge de pierre quand le premier être humain a pris un os et s'en est servi pour frapper un rival. Ça a commencé là et ça s'est poursuivi jusqu'à l'arme nucléaire. La perspective d'une destruction mutuelle force les superpuissances à être prudentes, mais ne ralentit en rien la recherche en armement. En ce début du XXIe siècle, la technologie qui nous a procuré les téléphones cellulaires, les micro-ondes et les télécommandes est maintenant utilisée dans toute une gamme de nouvelles armes. La recherche sur ces armes est restée longtemps secrète, jusqu'à ce qu'un journaliste du New York Times se mette à enquêter. Le New York Times voulait publier un dossier sur les nouvelles frontières des technologies militaires et nous avions déjà enquêté sur ce qu'on appelle les bombes intelligentes et les bombes guidées par satellite. Nous voulions vraiment découvrir ce que serait la prochaine étape. J'ai fait mes recherches, j'ai parlé à des analystes militaires de ma connaissance et aussi à des gens qui investissent en bourse et qui suivent donc de près les compagnies qui ont des contrats gouvernementaux.
Ils m'ont mentionné cette toute nouvelle catégorie, les armes à énergie dirigée et les armes électromagnétiques. Voilà comment nous l'avons découvert. Puis nous avons commencé à écrire sur le sujet, et un des problèmes que nous avons rencontrés est que le gouvernement ne veut pas divulguer d'informations. La plupart de ces programmes sont toujours secrets. Les fabricants d'armes mettent au point toute une gamme d'armes électromagnétiques qui peuvent frapper avec 100 fois plus de force qu'un éclair. Certaines de ces armes peuvent détruire les missiles dans le ciel. Une autre peut aveugler les soldats ennemis sur le champ de bataille. Ils travaillent même à une arme qui peut maîtriser les foules en brûlant la surface de la peau des gens. Lancée au-dessus d'une grande ville, une bombe électromagnétique y détruirait tous les appareils électroniques en quelques secondes. Bien que leurs effets soient différents, elles ont un point en commun. Elles utilisent l'énergie dirigée pour produire une puissante impulsion électromagnétique. Qu'est-ce qu'une arme à impulsion électromagnétique? On peut se la représenter d'une façon simple qui n'est pas trop inexacte, comme un éclair qui aurait pris des stéroïdes. L'impulsion électromagnétique d'un éclair est une matraque beaucoup trop grossière. La longueur d'onde est beaucoup trop longue. Idéalement, ce qu'on veut faire, c'est prendre l'énergie de l'éclair, qui a une grande longueur d'onde, et la transférer dans des micro-ondes. Que sont les micro-ondes? Ce sont toutes les ondes qui ont entre 1 mètre et 1 millimètre. Pensez à quel point cela correspond bien à presque tout dans notre société. Presque tous nos appareils électroniques ont entre 1 mètre et 1 millimètre. Prenez l'antenne de votre téléphone cellulaire. Elle est faite pour absorber les impulsions électromagnétiques. Elle n'est pas faite pour résister à la puissance d'une arme à impulsion électromagnétique. Ces armes électromagnétiques sont capables de détruire pratiquement tout ce qui contient une puce. Non seulement les systèmes de communication, mais aussi les systèmes d'alimentation en énergie, les télévisions et les appareils radio. Même la plupart des voitures de nos jours ont un système de démarrage électronique. Dans notre société et dans beaucoup de pays, si ces armes étaient utilisées au bon endroit, tout ce qui contient une puce pourrait devenir inutilisable. Les effets de l'impulsion électromagnétique et son utilisation possible comme arme a été découverte par accident lors des premiers essais atomiques. Quand les premières explosions ont eu lieu, le matériel électromagnétique non protégé, qui était très répandu à l'époque, a été touché. Bien sûr, tout le monde a été surpris, parce que c'était du matériel qui devait enregistrer les effets des essais. Tous ceux qui se trouvaient près de cet équipement détruit ont secoué la tête et se sont demandé ce qui s'était passé, puisqu'il n'y avait pas eu de vent ou de problème de pression. Il n'y avait que du matériel électrique qui avait surchauffé. Il a suffi de quelques tests pour comprendre qu'une énorme impulsion électromagnétique est générée quand une bombe nucléaire explose, et ces impulsions peuvent détruire le matériel électrique qui n'est pas protégé. Ils se sont dit qu'ils venaient de découvrir une arme. Au début des années 50, à Los Alamos, où se déroulaient des recherches nucléaires, les chercheurs se sont dit qu'ils pourraient créer uniquement l'impulsion électromagnétique. Et c'est à cet endroit que les premiers travaux pour convertir l'énergie d'une explosion en énergie électrique ont eu lieu. Depuis ce temps, nous avons des laboratoires qui se consacrent au développement d'armes électromagnétiques et aux armes à micro-ondes à haute énergie. La bombe atomique est née dans un laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Toute la région est contrôlée par les départements de l'énergie et de la défense. Des panneaux avertissent les visiteurs que les routes peuvent être fermées à tout moment, sans préavis. Il est difficile d'imaginer que ces lieux inhospitaliers aient quelque chose à voir avec la charmante île Belle de Terre-Neuve. Mais en 1978, ils sont associés quand les satellites de défense américains observent un éclat lumineux beaucoup plus puissant que celui de la bombe d'Hiroshima. Deux scientifiques de Los Alamos sont envoyés à l'île Belle. Les enquêteurs John Warren et Robert Freeman arrivent sur la petite île de la côte est de Terre-Neuve, moins de 24 heures après l'incident.
Les résidents de l'île Belle sont surpris de voir débarquer ces visiteurs, employés d'un laboratoire de recherche en armement. Mais la situation devient encore plus étrange avec l'arrivée d'un général russe, entouré de personnel militaire canadien et américain. Pourquoi les Russes viennent-ils sur le continent nord-américain et enquêtent-ils chez les Bickford? Des militaires canadiens, américains et russes sont venus ici. Dans les jours suivants, ils sont passés nous voir au bureau pour savoir si nous avions trouvé quelque chose de différent. Ce n'était pas le cas. Nous avons partagé certaines informations, mais ils ne nous ont pas donné accès à ce qu'ils avaient découvert. Je leur ai donné des pièces que j'avais recueillies. Ils les ont mises dans une boîte de métal qui a été placée en sécurité. Ils étaient très prudents. Quand ils voulaient discuter de quelque chose, ils s'excusaient et ils s'éloignaient en prenant des notes. Puis ils revenaient me poser d'autres questions. Pourquoi les deux rivaux de la guerre froide s'empressent-ils de venir enquêter sur l'éclair qui a frappé l'île Belle? Était-ce vraiment un éclair? Ou serait-ce plutôt, comme le suggèrent des journalistes et des scientifiques, le résultat d'une expérience militaire qui aurait mal tourné? La précision de l'impulsion électromagnétique, tout comme la précision des armes conventionnelles, a augmenté considérablement. Nous serons capables d'éteindre l'électricité d'un pâté de maison ou d'un poste de commande, par exemple. L'impulsion électromagnétique, si on pouvait la voir, ressemblerait un peu à ce qu'on voit dans les dessins animés, quand un cône d'énergie sort d'un objet en vibrant. Ça permet de visualiser à peu près une impulsion électromagnétique. Les ondes électromagnétiques prennent toutes sortes de formes. Les gens ne savent pas que la lumière qui me rend visible en ce moment est une onde électromagnétique. Nos yeux sont sensibles à une certaine portion de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. La chaleur est une autre forme d'onde électromagnétique. Quand on dit que le soleil nous réchauffe, c'est à cause d'une onde électromagnétique que nous ne voyons pas, mais que notre peau perçoit. Notre peau ressent alors la chaleur. Nous baignons dans une soupe de rayonnement électromagnétique. On peut utiliser un téléphone cellulaire de presque n'importe quel lieu ou allumer la télévision et recevoir un signal. Ces ondes électromagnétiques peuvent être utilisées de bien des façons différentes. Il existe en Alaska une installation à cet effet. Le projet HARP est une expérience d'énergie dirigée menée par l'armée américaine. HARP dispose d'un vaste champ d'antennes dont les ondes sont dirigées vers l'ionosphère, loin au-dessus de la surface de la Terre. L'ionosphère fait partie de notre atmosphère. Elle contient des particules chargées électriquement et agit comme un miroir qui renvoie les ondes radio vers la Terre. L'envoi d'ondes radio dans l'ionosphère peut accélérer ces particules qu'on y retrouve et réchauffer certaines régions. Les particules réfléchissent ensuite cette énergie sur Terre. Avec un système comme le HARP, on peut atteindre une puissance extraordinaire. HARP envoie de l'énergie dans l'ionosphère à la bonne fréquence et utilise l'énergie qui s'y trouve pour la convertir et l'utiliser. Le système HARP est tellement puissant qu'il peut faire vibrer l'ionosphère en harmonie avec son signal. Le signal de HARP peut servir de radar défensif capable de détecter des missiles et des avions au-delà de l'horizon. À cette fin, HARP utilise deux systèmes différents. Un qui sert à créer un miroir au plasma et l'autre qui sert à renvoyer le signal.
Une fois que les missiles ennemis sont détectés par le HARP, les militaires peuvent utiliser différentes armes à énergie dirigée pour détruire les cibles ennemies en plein vol. HARP est un acronyme qui désigne le projet de recherche Aurora sur les hautes fréquences actives. Le programme a débuté par l'approche visionnaire de Bernard Eastlund, qui cherchait une façon de parer la menace que posaient des missiles balistiques intercontinentaux qui seraient lancés par des États voyous ou par les rivaux traditionnels. L'antenne qui a été conçue à l'origine devait être assez grosse et assez puissante pour apporter d'importantes modifications à l'ionosphère. Ces travaux se déroulaient pendant la guerre froide et mon but était de nous défendre contre une attaque de missiles russes. Le plan était de créer un bouclier au-dessus du Canada, des États-Unis et du monde entier qu'un missile ne pourrait pas pénétrer. Tandis que les Américains mettent au point leur nouvelle technologie, les Russes mènent des expériences semblables. Certaines personnes émettent l'hypothèse que l'explosion à l'île Belle est le résultat d'essais soviétiques avec les nouvelles armes à énergie dirigée. On avance la théorie que l'île aurait eu l'effet d'un immense aimant. On retrouve sur l'île de nombreux gisements de minerais de fer et les mines abandonnées sont parcourues par des tuyaux de cuivre longs de plusieurs kilomètres. On croit qu'un signal électromagnétique serait passé au-dessus de l'île en ce jour de 1978 et aurait été attiré par un champ magnétique. L'incident de l'île Belle est unique. Je n'ai jamais entendu parler d'une autre histoire comparable. C'est difficile de déterminer exactement ce qui est arrivé. Mais le genre de choses qui a pu se produire implique de hauts voltages et des chemins conducteurs d'électricité dans l'atmosphère. Une antenne entièrement déployée, telle que celle que je décrivais, aurait probablement permis de produire de pareils hauts voltages. En ce qui concerne l'île Belle, je ne peux pas me prononcer sur ce qui a pu se passer là-bas ou affirmer que c'est relié à un transmetteur tel que celui du projet HARP. Par contre, je peux parler de ce qu'on peut s'attendre à voir quand on utilise une telle technologie. Une des grandes questions est, qu'arrive-t-il si le signal qui monte vers l'ionosphère a un effet conducteur? En d'autres mots, s'il se comporte comme un fil de cuivre qu'on brancherait dans une prise de courant. Cette énergie agirait comme un conduit qui puiserait de l'énergie dans l'ionosphère. Et quel serait le résultat? Cela créerait le plus gros éclair qu'on aurait jamais vu. Il frapperait la Terre 40 fois par seconde jusqu'à ce que toute cette énergie soit déchargée. Jusqu'à récemment, on ne connaissait que peu de choses sur les armes électromagnétiques, mais la technologie elle-même n'est pas nouvelle. Les recherches ont commencé il y a un certain temps, avant la Deuxième Guerre mondiale. La raison pour laquelle ça ne commence à porter fruit qu'aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que l'électronique est tellement présente dans nos vies. Internet est devenu un réseau global tellement omniprésent qu'il devient une cible militaire. Si on peut s'en prendre à ce réseau si actif et si utile, on prend un avantage important. La révolution est peut-être déjà commencée. Certains croient que ces armes auraient été utilisées lors de combats au Kosovo en 1999. Pendant la guerre en Irak de 2003, on rapporte qu'une version secrète du missile de croisière Tomahawk aurait été lancée. Peu après le tir, les lumières s'éteignent à Bagdad, bien qu'aucun dégât matériel ne soit visible à la centrale électrique visée.
Il est connu qu'il faut se servir d'un missile de croisière Tomahawk pour lancer une puissante bombe à micro-ondes. Je crois, et j'ai des informations de sources militaires qui me l'indiquent, que ces armes ont été utilisées pour la première fois en Irak, mais il n'y a eu aucune confirmation publique. Les bruyantes explosions tirent-elles à leur fin et seront-elles remplacées par des armes et des machines invisibles? Ces nouvelles armes, bombes électroniques, lasers, masers, utilisent l'énergie dirigée pour détruire les missiles en plein ciel, neutraliser l'ennemi sans verser le sang et attaquer les systèmes de communication, rendant inopérants les postes de contrôle et de commandement. À la différence des bombes conventionnelles, la bombe électronique pourra repérer la cible à atteindre. Un fort courant traverse la bombe, ce qui propulse l'énergie vers l'avant et la concentre dans l'antenne à micro-ondes. La bombe se désintègre dans les airs et au même moment, un faisceau de micro-ondes se dirige vers la cible. La zone visée se nomme le périmètre d'impact. Tous les appareils électroniques qui ne sont pas protégés se tordraient et on sentirait une forte odeur de brûlé. Nous avons tous déjà fait sauter un appareil et nous connaissons l'odeur caractéristique. On la retrouverait beaucoup parce que les appareils seraient endommagés. La fonction des armes électromagnétiques est de faire sauter les circuits électroniques. Il y a une deuxième catégorie d'armes qui utilisent l'énergie laser. Alors qu'une arme électromagnétique émet une seule énorme impulsion, un laser est un courant continu de radiation qui contient assez d'intensité pour faire des dégâts. Nous serons capables d'utiliser des lasers à haute énergie pour détruire non seulement des avions ennemis, et, ce qui est encore plus important, les petites cibles que représentent les engins volants sans pilote. Nous avons même réussi lors de plusieurs tests à contrer des tirs d'artillerie avec de puissants lasers. Lorsqu'on les pointe sur un tout petit point, ces lasers peuvent faire exploser l'obus en plein vol. Ces nouvelles armes ne servent pas qu'à détruire les systèmes de communication et les obus ennemis. Elles peuvent également être utilisées contre les gens. Une des choses qui est étudiée est un laser aveuglant, qui pourrait par exemple affecter des soldats qui prennent d'assaut un champ de bataille. Un faisceau laser assez large et assez puissant pourrait temporairement aveugler les soldats qui regarderaient dans cette direction. Nous avons aussi testé ce que j'appelle les armes à micro-ondes pour le contrôle des foules. Plutôt que d'émettre une seule impulsion, ces armes émettent de l'énergie dirigée de façon continue et chauffent la peau très rapidement, presque de la même façon que le four à micro-ondes. Mais ce sont des émissions de micro-ondes contrôlées, et elles peuvent mettre l'armée ennemie en déroute très rapidement, quand ces soldats ressentent une sensation de brûlure sur leur peau. Le bon côté des armes au micro-ondes est qu'avec elles, ce n'est pas nécessaire d'infliger des blessures graves aux gens. Dans les pays en guerre, il n'est pas toujours facile de distinguer entre les combattants et les civils. Grâce aux armes à énergie dirigée, comparables aux inoffensifs pointeurs au laser et aux scanners des supermarchés, les militaires peuvent contrer l'ennemi sans lui infliger de blessures permanentes. Lors de l'intervention en Somalie, les miliciens se mêlaient aux civils et ne portaient pas d'uniforme, ce qui les rendait presque impossibles à reconnaître. Ils en profitaient pour ouvrir le feu sur les troupes américaines. Dans une telle situation, il serait très avantageux de pouvoir repousser ces attaques avec une arme non mortelle. Cela permettrait d'éviter d'ouvrir le feu vers des personnes civiles, alors que c'est la dernière chose que l'on veut faire. Si votre but est d'empêcher votre ennemi d'agir et non de le tuer, ce sont des armes idéales. Comme la civilisation progresse et comme les images de la guerre sont de plus en plus diffusées, il n'est plus acceptable politiquement de faire des carnages sur les champs de bataille, comme c'était le cas pendant la Première Guerre mondiale.
Dans les faits, nous devons avoir des armes de guerre qui permettent, dans la mesure du possible, de faire la guerre de façon plus civilisée. Les armes électromagnétiques seront-elles plus civilisées que les armes traditionnelles? Les effets à long terme de la bombe atomique ont d'abord été minimisés et mal compris. Yes, atomic warfare staggers the imagination. But atomic warfare is still the old story. Get there fastest with the mostest. And because automatic bombing, although in the predictable future, is still not yet here, the best way to get the mostest there the fastest is by the wings of the Air Force. Toutes les armes ont des conséquences inattendues et involontaires. L'arme nucléaire en est un exemple. Nous connaissons le syndrome de la guerre du Golfe. On croit qu'il est causé par l'exposition aux produits chimiques pendant cette guerre, mais on n'en est pas certain. On reconnaît cependant que ces soldats ont eu des problèmes de santé que les vétérans des autres guerres n'ont pas eus, et ils sont dédommagés par le gouvernement. Le gouvernement en sait probablement plus que nous sur les dangers pour la santé de ces armes. Nous savons que l'armée de l'air a un laboratoire où elle mène des études pour déterminer quels peuvent être les effets de ces appareils sur les êtres humains. Les résultats n'ont pas encore été rendus publics. En théorie, ces armes sont faites pour affecter les appareils électroniques sans blesser les humains. Mais évidemment, il faudra des années et des années avant de connaître toutes les ramifications de leur fonctionnement. Ces armes fonctionnent à l'énergie dirigée, un peu comme si on utilisait l'énergie d'un puissant éclair. Il est difficile d'évaluer si le phénomène mystérieux qui s'est produit sur l'île Belle a eu des conséquences sur les êtres humains. Les voisins affirment que Susie Bickford n'a plus jamais été la même après que l'éclair ait frappé ce jour-là. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais elle décède 4 mois après l'événement. Son certificat de décès indique que celui-ci est attribuable à une insuffisance cardiaque. On laisse entendre que ces armes sont plus humaines parce qu'elles s'attaquent à la technologie, aux ordinateurs et ainsi de suite, plutôt qu'aux êtres humains. Et les VMADS, ou les armes à micro-ondes, affectent les hommes, mais ne sont pas mortelles. C'est une question très délicate, parce qu'il est très possible que d'autres se procurent ces armes et les retournent contre nous pour détruire nos ordinateurs. Croyez-moi, on n'a pas encore découvert comment protéger l'armement contre les impulsions électromagnétiques, et en pratique, il n'y a peut-être pas de solution. À cause de sa supériorité technologique, l'armée américaine est certainement la plus exposée à ce type d'innovation. Voilà pourquoi les autres pays, qui réalisent qu'ils ne peuvent se mesurer à l'armée américaine dans un combat loyal, s'intéressent à ce genre d'appareil. Ils croient que cela leur permettra de lutter à armes égales. À chaque génération et à chaque guerre, de nouvelles façons de tuer des gens sont inventées. La bombe atomique lors de la Deuxième Guerre mondiale, le napalm au Vietnam, ou les bombes intelligentes lors de l'opération Tempête du désert. Les États-Unis sont maintenant prêts à surprendre le monde entier avec toute une gamme de nouvelles armes puissantes. Les autres pays se tiennent prêts à participer à cette course aux armements électromagnétiques. Je ne sais pas qui possède des armes électromagnétiques comme celles que nous sommes en train de mettre au point. Probablement que des pays comme la Chine ou la Russie ont toutes deux des technologies militaires très avancées. La Chine, par exemple, est parmi les leaders mondiaux dans les lasers. Je crois que les 3 pays réussiront à mettre au point cette technologie, et peut-être aussi l'Inde. Comme les armes électromagnétiques sont nouvelles, elles ne sont pas couvertes par les traités qui limitent la prolifération des armes conventionnelles. Les États-Unis ont l'intention de construire un système de défense antimissiles au-dessus du Nord canadien pour intercepter les missiles balistiques.
Cela mènera-t-il au déploiement d'armes électromagnétiques dans l'espace et à la création d'armées puissantes qui échapperont à tout contrôle? Je me suis intéressé au Space Preservation Act. Quand j'ai appris que l'administration à Washington travaillait à un programme nommé Vision 2020. C'est un programme qui est conçu pour permettre aux États-Unis de dominer le monde de l'espace. J'adore les États-Unis et j'aimerais que nous soyons les meilleurs. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir les meilleures armes dans l'espace. Le département de la Défense possède un centre de recherche en Alaska où sont étudiés les effets des fréquences électromagnétiques dans l'ionosphère. Ce centre se nomme le HAARP. Et beaucoup de gens s'inquiètent des applications qui seront faites de cette technologie. Nous savons par exemple que selon certaines recherches, quand ces impulsions sont dirigées dans la ionosphère, elles peuvent avoir des répercussions. Quels effets négatifs nous sont inconnus? Les impulsions électromagnétiques perceront-elles des trous dans l'ionosphère et détruiront-elles une des couches protectrices de la Terre de la même façon que la pollution s'attaque à la couche d'ozone? Je sais que certaines personnes s'inquiètent des effets sur l'ionosphère et je crois qu'il faut étudier sérieusement les conséquences. À l'époque, il y avait 6000 ogives nucléaires pointées sur nous et c'était notre seule préoccupation. Mais si on veut construire une antenne aussi grosse que celle dont je parlais, il faut vraiment évaluer les effets secondaires. Une arme peut servir à la protection, à la dissuasion, mais elle peut aussi servir à l'agression. Les scientifiques qui travaillent au projet Manhattan n'étaient pas responsables de l'utilisation qui serait faite de leurs appareils. Ce sont des décisions qui relevaient du pouvoir politique. Les gens impliqués dans le développement de ces systèmes sont majoritairement des scientifiques de vocation, et les décisions sur le rôle que joueront leurs découvertes seront prises par des militaires et des politiciens. Il y a plusieurs lois aux États-Unis et aux Nations Unies qui concernent la sauvegarde de l'espace et qui interdisent de l'utiliser comme plateforme pour les armes nucléaires. Par contre, je ne crois pas qu'on ait écrit beaucoup de choses au sujet de l'utilisation de l'espace comme plateforme pour les armes conventionnelles et non nucléaires. Comme le démontre clairement notre décision récente d'abandonner le traité sur les missiles antibalistiques, lorsque nous mettons au point une nouvelle technologie que nous croyons susceptible de défendre les États-Unis, la volonté de nous défendre passe avant les traités. Les traités seront changés pour qu'ils reflètent les possibilités des nouvelles technologies. C'est inévitable. Depuis le 11 septembre, la température du pays a changé grandement et une vision du monde pro-militaire a émergé. En même temps, certains risques que les gens n'étaient pas prêts à prendre il y a à peine quelques années deviennent maintenant acceptables. Les gens sont prêts à échanger certaines de leurs libertés contre une meilleure sécurité et à utiliser certaines technologies qui peuvent avoir des effets imprévus. La technologie de l'énergie dirigée peut avoir des conséquences inquiétantes. Il devient possible de réchauffer l'ionosphère pour transformer le climat en une arme de guerre. Une inondation provoquée artificiellement pourrait détruire une ville, ou une tornade pourrait décimer une armée ennemie dans le désert. Les militaires ont passé beaucoup de temps sur le concept de modification du climat des environnements de combat. La plupart des gens ne le savent pas, mais les États-Unis ont signé des traités avec l'ancienne Union soviétique et 60 autres pays au milieu des années 70, où ils s'engagent à ne pas utiliser la manipulation géophysique comme arme de guerre. Pour le moment, ces traités nous permettent seulement de le faire à l'intérieur des frontières de notre pays. En pratique,
Le climat ne peut être contrôlé par des frontières artificielles. Devrait-on s'inquiéter quand les États-Unis disent vouloir ouvrir les traités sur la modification du climat? Quelle mauvaise surprise nous attend si nous empruntons cette direction? Bien que les armes soient souvent associées à la guerre, la police et les militaires se servent parfois de poivre de Cayenne, de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les manifestants. Les micro-ondes pourraient un jour être utilisés contre des citoyens ordinaires et servir à blesser ou à tuer des gens. En théorie, ces armes peuvent produire un malaise sans laisser de séquelles. Cela soulève des questions très importantes, car on peut faire un usage limité de cette arme. Mais que se passera-t-il quand cela cessera d'être le cas? Qu'arrivera-t-il quand on décidera que cette technologie peut être utilisée comme arme mortelle? Ce sont des questions qu'il faut se poser. La dernière fois où on a brûlé des gens pour les contrôler, nous étions au Moyen-Âge et on les brûlait sur le bûcher. On a décrété que c'était inhumain et pourtant nous revenons au même point. S'il y a une chose que nous avons apprise depuis la découverte des armes atomiques il y a 60 ans, c'est que les gouvernements essaieront de rendre ces armes aussi puissantes que possible. Idéalement, pour ne jamais les utiliser et pour qu'elles servent de force dissuasive. Mais personne ne serait surpris si le gouvernement continuait de rendre ces armes de plus en plus puissantes. Un jour, et ce n'est que de la spéculation, il est possible qu'on mette au point un engin capable d'anéantir tout ce qui contient une puce, les voitures, les grille-pains, les systèmes de communication et les systèmes électroniques d'une ville entière. Si une impulsion électromagnétique se produisait au-dessus d'une ville, tous les appareils électroniques de votre résidence s'éteindraient. Ils seraient détruits de façon permanente. Nous retournerons au 19e siècle. Dans ce type de société, nous n'aurons pas de réfrigérateur ou de lave-vaisselle, ni même de micro-ondes. Nous n'aurons plus de téléphone cellulaire, plus de téléphone, plus le moindre moyen de communication moderne. Ce sera la confusion la plus totale. La panique gagnera les rues, les foules deviendront incontrôlables, et ce sera le chaos absolu. Nous savons que les fabricants d'armes vont continuer de perfectionner les armes électromagnétiques, mais nous ne savons pas quels seront leurs effets sur l'environnement et sur les gens. Le futur pourrait nous réserver d'autres incidents comme celui de l'île Belle et d'autres explosions d'énergie inexpliquées. Que s'est-il passé sur la petite île en 1978? Plusieurs croient que c'est le résultat d'une expérience militaire manquée. Cela expliquerait pourquoi un général russe et des scientifiques de Los Alamos ont été envoyés précipitamment sur les lieux. Selon une théorie répandue, la Russie aurait tenté d'envoyer un signal électromagnétique vers Cuba, mais celui-ci aurait été détourné par le minerai de fer et les tuyaux de cuivre de l'île qui auraient eu l'effet d'un aimant. D'autres affirment que l'explosion aurait été causée par une importante tempête solaire ou encore qu'un éclair en boule aurait frappé l'île. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui est vraiment arrivé sur l'île Belle et si l'éclair était une arme ou un phénomène naturel. Nous savons par contre que les armes de la prochaine génération auront le même effet que ce qui a été observé à l'île Belle. Que serait-il arrivé si la gigantesque décharge avait atterri non pas sur la petite île Belle, mais en plein cœur de Toronto ou de New York? Dans ces jungles électroniques densément peuplées, quels auraient été les dégâts? Cela peut affecter les êtres humains, et ils ont le droit de participer à la discussion et de débattre de la question. Si de nouvelles armes doivent changer le visage de la guerre, les citoyens des démocraties, en particulier celles qui contrôlent les forces militaires sur la Terre, doivent avoir leur mot à dire. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne sait jamais, avant des années, quel sera l'effet à long terme de n'importe quelle arme. En particulier, une arme comme celle-ci, qui fonctionne avec d'intenses impulsions électromagnétiques.